Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette première conférence de notre journée Portes ouvertes. Je suis Pascal Guéné, directeur de l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres, et donc j'ai le plaisir de vous accueillir virtuellement et physiquement pour ceux qui auront fait le déplacement aujourd'hui. Donc sur cette première présentation, on va parler un peu en général des cursus et de la formation au journalisme. De voir un peu finalement quel est ce métier vers lequel se dirigent nos candidats et aussi quels sont les types de cursus qui permettent d'y mener parce que nous allons le voir, nous sommes en France dans un cadre très particulier de la formation des journalistes professionnels, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, nous, dans les écoles de journalisme. En ce qui nous concerne, nous recrutons notre 46e promotion d'étudiants cette année. L'Institut a été créé en 1978, c'est-à-dire tout juste 10 ans après la création de l'université Paris-Dauphine. Et il a été créé par donc Pierre Miquel, son fondateur, qui était un professeur d'histoire à la Sorbonne, qui s'intéressait beaucoup à la question des médias et qui a eu à l'époque l'idée de créer un lieu où travailleraient ensemble des journalistes professionnels et des enseignants-chercheurs. Et ce modèle de euh, l'Institut pratique du journalisme, qui met aussi la pratique au cœur de ses enseignements, eh bien, nous continuons et nous le poursuivons depuis maintenant plus de 40 ans, comme en témoigne ce recrutement de cette 46e promotion. Alors, quelques mots sur notre université, puisque le paysage universitaire a pas mal changé ces dernières années. On a fêté cette année les 10 ans de notre université PSL. Dans le cadre d'un mouvement de regroupement des grandes écoles et des universités, il y a des pôles qui ont été créés, notamment en termes d'ouverture internationale et de visibilité internationale. Et donc, nous, au travers de l'université Paris-Dauphine, nous sommes membres de Paris Sciences et Lettres. Paris Sciences et Lettres, c'est un ensemble de grandes écoles et d'universités au sein de, et bien sûr de centres de recherche dont nous sommes, nous, l'école de journalisme. Donc ça nous donne effectivement un intérêt tout à fait certain, puisque ça nous permet de collaborer, de travailler avec des collègues de très nombreuses disciplines, que ce soit des disciplines de sciences dites dures, mais aussi des disciplines plus artistiques. Donc c'est le cadre au sein duquel nous plaçons. Et dans un monde qui devient de plus en plus complexe, bien entendu, ça nous permet aussi de mettre à disposition de nos étudiants tout au long de leur cursus, lorsqu'ils doivent traiter de sujets et de traiter de la complexité, qui est une partie bien sûr importante du métier de journaliste que de traiter de la complexité, eh bien cela leur permet d'avoir à disposition des expertes et des experts venant de très nombreux secteurs. Voilà, ça c'est un peu un petit préambule pour présenter une des spécificités de notre établissement, école de journalisme de Paris-Dauphine, Paris Sciences et Lettres, avec bien sûr des logiques de classement internationaux, nationaux et internationaux, qui sont aussi tout à fait importants pour l'avenir, bien sûr, non seulement de l'enseignement supérieur, mais des diplômés qui sortent de Paris Sciences et Lettres. Alors, le déroulé de ce premier moment de présentation va porter sur quelques éléments à connaître concernant le métier de journaliste, concernant le métier de journaliste et particulièrement son organisation en France, puisque nos étudiants sont amenés à pratiquer sur le territoire national. Un mot également sur la spécificité des études de journalisme en France. Bien sûr, ensuite, nous parlerons de notre formation à IPJ Dauphine, puis nous enchaînerons ensuite sur l'apprentissage. IPJ Dauphine a été la première école de journalisme à ouvrir la formation à l'apprentissage. Nous fêterons en 2024 les 20 ans de cette initiative. Puis le concours qui fera aussi l'objet d'une autre présentation dans la journée, comme d'ailleurs le déroulé de nos études et l'apprentissage feront l'objet aussi de séminaires spécifiques, ainsi qu'un séminaire qui sera consacré au concours, et puis quelques informations pratiques concernant justement ce concours. Alors, que dire des journalistes les journalistes français, alors on peut avoir une vision du métier du journaliste qui a été un peu forgée par un imaginaire des médias ou de la bande dessinée. C'est
le fameux Tintin reporter. Ici, nous avons les hommes du président, les enquêteurs. Alors, ça détermine une partie du métier, mais bien sûr, ça détermine pas tout le métier, puisque quand on est journaliste, on va l'exercer dans des contextes et dans des cadres extrêmement différents. Cependant, la base du travail journalistique, c'est l'enquête, c'est le terrain, c'est aller rechercher de l'information, croiser ces informations et les vérifier. Et donc, il y a bien sûr dans tous ces éléments-là, dans les formations aux écoles de journalisme. Le journalisme, ce n'est pas une profession réglementée. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait devenir journaliste sans être passé par une école de journalisme. On ne vous demandera pas un diplôme d'école de journalisme pour exercer votre métier. Bon, c'est un peu évidemment facile de dire cela au sens où en réalité les principaux médias viennent recruter dans les écoles de journalisme. Mais c'est pas une profession réglementée. Ça veut dire que même sans formation spécifique, vous pourriez et vous pourrez obtenir votre carte de journaliste professionnel. Pour autant, dans les années 30, le législateur a considéré qu'il fallait faire des journalistes une profession particulière, plus protégé que les autres. Pourquoi plus protégé que les autres? Parce qu'on considère que le journaliste, il doit être dans l'exercice de sa profession plus indépendant, notamment vis-à-vis de pressions qui pourraient être exercées par son employeur. C'est pour ça que le cadre de l'exercice de sa profession est encadré par le code du travail, et que c'est dans tout ce dispositif que se situent les écoles de journalisme. Ça veut dire que l'objectif des écoles de journalisme, c'est que leurs diplômés, assez rapidement, au bout de 3 mois, s'ils suivent le cursus par apprentissage, et dans les premiers mois d'exercice, s'ils ont suivi une formation à temps plein en formation initiale, obtiennent leur carte d'identité des journalistes professionnels. Lorsqu'on parle de journalistes professionnels, on parle de gens qui ont pour métier d'exercer leur profession. Ça veut dire que c'est leur métier sur le terrain. Ça veut dire qu'ils en tirent le principal de leurs revenus et qu'à ce titre, ils sont détenteurs de la carte d'identité des journalistes professionnels. C'est cette carte d'identité qui leur permet d'attester de manière certaine de leur fonction de journaliste professionnel, et c'est notamment important lorsqu'on exerce son métier sur le terrain pour pouvoir prouver cette qualité de journaliste. Alors, avec la carte de journaliste professionnel, avec la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, s'est mis en place tout un dispositif autour des études de journalisme, puisqu'il y a bien une spécificité française sur ce domaine également. À la sortie de la guerre et puis au milieu des années 50, la profession de journaliste a décidé d'organiser son système de formation en mettant en place un dispositif d'accréditation spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un dispositif d'accréditation spécifique? Eh bien, ça signifie que les formations en journalisme qu'ils souhaitent peuvent rentrer dans un processus où, si elles respectent un certain nombre de critères et d'indicateurs, alors elles vont obtenir ce qu'on appelle la reconnaissance de leur formation, et à ce titre, être inscrites à la Convention collective nationale des journalistes. Ça fait évidemment une différence extrêmement forte entre les formations dites reconnues et les autres, puisque par ce lien-là, on va le voir, il y a un certain nombre de dispositifs particuliers à l'endroit des étudiants passés par ces cursus reconnus. Ces 14 cursus, 2 sont post-bac, qui sont les IUT, celui de Lannion et de Cannes, et 12 sont des formations, pour la plupart d'entre elles, au niveau master, sont réunis au sein de la conférence des écoles de journalisme, qui est donc l'instance qui regroupe ces 14 écoles, et qui est l'interlocuteur des collectifs de ces 14 écoles vis-à-vis de la profession et vis-à-vis des pouvoirs publics. Au-delà de ça, il y a plus d'une centaine de formations qui se revendiquent en France d'avoir un lien avec le journalisme. Donc les formations des écoles, vous êtes ici à IPJ Dauphine Université PSL, voilà, vous êtes sans doute déjà au fait de ces 14 cursus répartis sur le territoire. Une partie des écoles sur Paris, où se trouvent d'ailleurs en région parisienne la plupart des médias, et puis après une répartition sur le territoire. Donc le premier conseil qu'on peut donner à un aspirant journaliste, c'est évidemment de passer par une de ces 14 formations qui lui garantira évidemment une bien meilleure insertion professionnelle.
Pourquoi ces cursus revendiquent finalement d'assurer une meilleure insertion professionnelle? Tout d'abord parce qu'ils sont inscrits à la Convention collective nationale de travail des journalistes. Qu'est-ce que c'est qu'une Convention collective nationale de travail? C'est un document qui réglemente les relations entre les employeurs et les salariés. Et donc, ça signifie que les obligations de cette convention collective, eh bien finalement, vont s'appliquer aux entreprises et qu'au sein de cette convention collective de travail, la notion de cursus reconnu est inscrite avec ces 14 écoles. Donc, il y a une différence pour les premières demandes de carte de presse entre les candidats à la carte de presse passés par un cursus reconnu et ceux qui sont issus d'un autre type de formation. Parmi les critères, on délivre un vrai diplôme. Alors pourquoi j'ai écrit ça sur ce slide-là? Parce qu'on est le marché de l'enseignement supérieur est aussi un marché. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'opérateurs qui amènent à des formations qui sont peut-être reconnues par l'État. Ça, c'est une obligation par la loi, sinon vous n'avez pas le droit d'exercer, mais qui revendiquent de ce titre de reconnaissance par l'État, mais sans donner aucune garantie sur leur type de diplôme. Donc, au sein des formations reconnues, vous êtes certain que vous avez soit un BUT, un bachelor universitaire de technologie si vous êtes passé dans un IUT, et si vous êtes passé par un cursus agréé, vous avez soit un diplôme de master, soit un grade de master, et pas un autre type de titre qui n'aurait pas, évidemment, les qualités de reconnaissance, pour le coup, au niveau académique et universitaire. Avec le temps, ces écoles se sont constituées des réseaux d'anciens élèves qui sont très implantés dans la rédaction, mais également le fait d'être un cursus agréé fait que spontanément, on reçoit des candidatures de vacataires, c'est-à-dire de journalistes professionnels qui souhaitent venir enseigner dans nos écoles, et ceci pour des cours de spécialisation. À titre d'exemple, donc ici au sein du cursus de IDPJ Dauphine, Université PSL, nous sommes une douzaine d'enseignants-chercheurs à intervenir avec plus de 130 vacataires en complément. Donc vous voyez que cette dimension d'attractivité des meilleurs talents est aussi très importante pour les écoles reconnues. Et puis nous avons bien sûr des liens structurels au travers de nos conseils de perfectionnement avec la profession. Donc voilà, tous ces éléments font qu'il y a un avantage tout à fait évident à suivre un cursus reconnu. Donc ici, ce sont des documents que vous pouvez évidemment retrouver dans les sites officiels, notamment auprès de Légifrance, mais on voit bien ici que par ces réglementations, les diplômés des cursus agréés ont une meilleure rémunération en début de carrière, mais également aussi dans la poursuite de leur carrière. Ici, on a un exemple d'extrait de grille de rémunération en ce qui concerne les jeunes journalistes de la presse quotidienne nationale. Et puis après, il y a des grilles qui s'appliquent à toutes les professions. À tous les types de médias. C'est là aussi une caractéristique de cet exercice du métier de journaliste. Aussi, il est recommandé aux entreprises, lorsqu'il y a des postes vacants, de s'adresser aux écoles de journalisme pour recevoir des candidatures, ce qu'elles font évidemment très régulièrement. Et donc, nous assurons le lien entre ces entreprises et nos jeunes diplômés ou nos étudiants terminant en M2. Enfin, il y a une particularité aussi, c'est qu'à l'issue des écoles de journalisme, il y a des concours qui sont organisés par les grands médias, parce qu'effectivement, il y a des concours à l'entrée, mais il y a aussi des concours à la sortie, notamment les grands médias publics, Radio France, France Télévisions, l'agence France Presse, mais aussi des médias privés, BFM, TF1, RTL, etc., etc. Et donc, ces concours sont réservés aux diplômés des cursus agréés. Donc, tout cela sur les éléments très concrets qui différencient un cursus agréé d'un cursus qui n'est pas agréé. Un point que je signale de façon assez importante cette année, parce que comme vous le savez, les modalités de sélection en master sont en train d'évoluer, et donc un point tout à fait important, vous le savez sans doute, et vous le savez même très certainement, une plateforme nationale d'admission en master
pour les diplômes nationaux de master a été mise en place. Donc, c'est la plateforme Mon Master. Alors, il est important de savoir que une dérogation a été donnée aux écoles de journalisme du fait de la spécificité des écoles de journalisme et du rôle tout à fait particulier que la formation au journalisme joue dans notre pays. Et de ce fait-là, les formations, donc les 14 formations, en réalité les 12 dont nous parlons ici, c'est-à-dire les 12 post-licences, ne passent pas par la plateforme Mon Master. Donc ça signifie que vous avez auprès de ces différents établissements un processus d'information et d'inscription spécifique pour présenter ces concours. Bon, certains sont sur une plateforme. Je détaillerai tout cela dans l'après-midi au moment de la conférence qui portera plus spécifiquement sur le concours. Et donc, du fait de l'existence de cette plateforme, vous aurez un petit dispositif spécifique. Je ne reviens pas dessus, il y aura du temps pour ça. En revanche, notez que cette année, la date du 26 juin 2023 sera la date à laquelle les candidats qui auraient présenté plusieurs concours et été admis dans plusieurs concours d'école de journalisme auront jusqu'au 26 juin 2023 à midi, pour faire leur choix définitif, sachant que ça sera évidemment dans la suite du week-end de mon master, si d'autres formations sur un autre secteur que le journalisme avait été sélectionné par les candidats. Donc voilà un peu sur ces éléments de présentation de notre dispositif général de formation au journalisme en France, qu'il est quand même tout à fait important de connaître. Alors, en ce qui concerne le modèle de formation que nous pratiquons à IPJ, le modèle de formation à IPJ est assez semblable à celui qu'on a en France d'une manière générale sur la formation au journalisme, c'est-à-dire que notre formation s'adresse à des étudiants qui ont réalisé un premier cycle dans la discipline de leur choix, mais évidemment pas une formation de premier cycle en journalisme. Ça n'aurait aucun sens d'avoir fait une formation de premier cycle en journalisme et ensuite de faire une autre formation en journalisme. Donc notre formation est vraiment une formation pratique, une formation d'application professionnelle destinée à des étudiants qui ont suivi un premier cycle dans une autre discipline. Dans quelle discipline? Eh bien ça, c'est un peu au choix du candidat. Hein. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je dirais que tout ce qui concerne la culture générale, la compétence disciplinaire, l'étudiant va l'avoir acquise pendant son premier cycle d'études. Donc, ça peut être des sujets extrêmement variés, ça peut être du droit, de la science politique, des lettres, de l'économie, des sciences, des mathématiques, que sais-je, enfin tout ce qui intéresse le candidat. Et ensuite, à la fin de son cycle de licence, il présentera le concours de ces écoles de journalisme, et il présentera notre concours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui sont issus de disciplines et de parcours différents. Pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement valorisé. Donc, il n'y aurait pas une voie royale, entre guillemets, qui amènerait vers les écoles de journalisme. Et je dirais que depuis l'évolution, c'est encore plus vrai, depuis l'évolution des concours où les sélections sont devenues maintenant des sélections sur dossier et non plus sur épreuve écrite, et donc ce qui aussi évite des biais qui pouvaient favoriser un certain type de formation. Donc, une fois qu'on intègre l'école de journalisme, eh bien, le modèle que nous avons choisi à IPJ, c'est celui d'une formation polyvalente en M1. Ça veut dire qu'on souhaite rendre nos étudiants autonomes et en capacité de travailler dans différents médias, bien entendu, hein, que ça soit sur le plan de la spécialisation technique ou que ça soit, bien sûr, sur le plan de la spécialisation thématique dans l'exercice de ce métier. Donc cette première année, qui est une première année dense, est une première année de formation qui va être consacrée à l'acquisition de toutes ces compétences, mais qui également va être le moment où les déterminations de choix pour l'année suivante vont pouvoir se faire. Classiquement, on peut entrer avec une idée du type de métier de journaliste que l'on a envie de faire, et puis se retrouver finalement à avoir ce désir professionnel, ce goût professionnel qui va évoluer
en fonction un peu des rencontres, de la manière dont on aura pratiqué ce métier, certains exercices de terrain. Donc tout ça, ça se fait au moment de la première année. Et la spécialisation, eh bien, elle va se faire en M2 et c'est là qu'on va sortir avec une spécialisation par parcours. La conférence suivante portera sur justement le contenu de la formation en M1 et en M2 de manière plus détaillée. Mais en tout cas, ici, moi, je vous présente l'articulation globale de ce modèle de formation. Donc, lorsque les étudiants arrivent en M1, c'est là qu'ils vont choisir leur parcours. Un parcours à la fois qui va déterminer, grosso modo, la coloration un peu disciplinaire de leur cursus. Donc, ils vont être en parcours journalisme international et européen, en parcours journalisme politique ou en parcours journalisme économique et social. Évidemment, au sein de Paris Dauphine, à la fois avec les compétences de nos collègues économistes, mais aussi de nos collègues sociologues, notamment sociologues du travail, on a des ressources tout à fait spécifiques sur ce troisième parcours du journalisme économique et social. Et à ce parcours se rajoutera une spécialisation en journalisme de télévision, une spécialisation radio plurimédia, une spécialisation écriture digitale et enquête. Donc ça donne, grosso modo, on n'utilise pas tout à fait ce terme, mais ça pourrait être un peu des majeurs, des grandes dominantes du parcours de l'étudiant. Et les groupes vont se créer ainsi de manière modulaire. Donc cette formation qui dure 2 ans, elle va avoir lieu dans 2 modalités. Elle va pouvoir être organisée soit en plein temps, soit en apprentissage. Donc en formation en plein temps, vous êtes à l'école de journalisme toutes les semaines, et quand vous êtes en apprentissage, vous partez un certain nombre de semaines en entreprise et un certain nombre de semaines à l'école. On aura en début d'après-midi, une autre visioconférence qui sera consacrée spécifiquement à la formation par apprentissage. Il faut savoir que dans nos cursus d'école de journalisme, on est sur des volumes horaires et des volumes d'études qui sont très importants. Pourquoi sont-ils très importants? Parce que nous sommes sur des cursus agréés par la profession. Ça veut dire que ces écoles de journalisme, et ça veut dire que l'Institut pratique de journalisme, Université Paris-Dauphine, PSL, eh bien, applique le référentiel national des attendus de la profession pour les écoles de journalisme. Et ce référentiel national des attendus de la profession pour les écoles de journalisme, eh bien, il a à la fois des exigences fortes en termes de culture générale, c'est-à-dire tout ce que doivent apprendre nos étudiants pendant ces 2 ans, mais aussi, bien sûr, en termes d'application pratique et en termes de capacité d'exercer le métier de journaliste professionnel dans les médias choisis par les étudiants. Ça veut dire qu'on est ici sur une forte charge de travail d'enseignement, parce que les 1400 heures qui sont évoquées ici, c'est de l'enseignement de face à face. Ça veut dire que vous êtes avec un enseignant à ce moment-là sur ces 2 années, et à ça vont se rajouter bien sûr tous les travaux pratiques et tous les travaux concrets de l'école. Donc il faut se préparer à 2 années avec une forte charge de travail, et donc ça ressemble plus au rythme d'une classe prépa que effectivement de celle d'une licence classique. La spécialisation en M2, tout ça, je vous l'ai présenté aussi. Donc, la formation en 2 ans, on travaille beaucoup aussi sur l'ingénierie de notre pédagogie. On a donc des méthodologies qui font qu'on travaille soit selon des semaines thématiques. On va consacrer des semaines. La semaine qui vient de s'écouler pour nos étudiants de M1, par exemple, a été consacrée au traitement de l'information européenne. En M2, on peut avoir des semaines qui vont être consacrées à la spécialisation justice, police, journalisme de sport, sciences ou culture, par exemple. Et après, on va avoir des modèles qui sont plus des semaines types, c'est-à-dire où vous allez avoir des cours qui vont être de manière plus classique, donc des cours qui sont à la fois des cours fondamentaux, mais aussi, bien sûr, même dans ces semaines-là, des cours pratiques, mais on sera là plus dans une logique d'emploi du temps hebdomadaire. Nos stages sont encadrés et contrôlés, c'est-à-dire que les écoles de journalisme et l'Institut pratique de journalisme de l'Université Paris-Dauphine PSL entrent bien dans ce dispositif aussi. Ça veut dire que par rapport à d'autres formations, les périodes de stage sont réduites.
et elles sont volontairement réduites en accord avec le référentiel national des attendus de la profession pour les écoles de journalisme. Ça veut dire que sur l'ensemble de votre cursus, sur les 2 années du cursus, vous aurez à effectuer au moins 12 semaines et au maximum 26 semaines de stage sur les 2 années. Donc ces stages sont plus courts. Pourquoi sont-ils plus courts? Eh bien parce que pour nous, 2 choses nous paraissent très importantes. La première, c'est que ce stage soit utile à l'étudiant et qu'il puisse, au travers de ces périodes de stage, découvrir différents types de médias, différents modes de fonctionnement des rédactions, et que ainsi il puisse bien finalement expérimenter par lui-même ce qui peut le plus correspondre à son état d'esprit ou à sa personnalité. Et deuxième chose, cette réduction de stage évite un travers qu'on peut rencontrer auprès de certaines entreprises dans d'autres types de formations, à savoir des stages très longs, certaines formations qui ne sont pas des formations en journalisme, ou en tout cas pas des formations en journalisme reconnues, offrent des stages de 6 mois. Le problème, c'est que pour des employeurs peu regardants, eh bien, si on accepte des stages de 6 mois, il est très facile de remplacer en réalité un salarié par un stagiaire, puisque tous les 6 mois, on change de stagiaire sur un poste de travail, ce qui n'est évidemment pas du tout notre objectif étant la meilleure insertion professionnelle de nos jeunes diplômés, et que ces stages soient l'occasion pour eux de montrer leur savoir-faire et leur expertise sur le terrain. Donc, une autre caractéristique. Je ne m'attarde pas sur ce point-là qui va faire l'objet de la conférence qui portera sur le parcours en M1 et le parcours en M2. Mais autant le M1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était un parcours qui était principalement en tronc commun, c'est-à-dire où les étudiants partagent tous les enseignements. On est vraiment là sur une formation à la carte, et quasiment aucun de nos étudiants de M2 n'a réellement le même profil de formation, puisque on va choisir dans un premier bloc parcours, puis après dans sa spécialisation, puis après une option 1, une option 2, en fait deux options 2 dans ce dernier bloc. Donc on a vraiment sur cette formation à la carte et sur l'accompagnement vers l'objectif professionnel fin de nos jeunes diplômés. Donc, on travaille aussi une pédagogie par projet où nos étudiants vont pouvoir, ici une année, ça va être autour d'un site internet sur la 2, mais aussi des collaborations avec des médias partenaires de manière très très régulière. On a des collaborations avec des quotidiens, des radios ou des médias qui donnent lieu à des productions, à des publications réelles. Par exemple, cette année, nos étudiants de M1 ont réalisé un numéro spécial, une édition spéciale d'un cahier de Libération consacré au scénario de l'ADEME, c'est-à-dire la projection finalement dans les questions de l'évolution de la consommation et de la compensation carbone selon différents scénarios. Et donc voilà, ça c'est toujours des exercices qui sont très très importants, très intéressants, et qui sont aussi reliés à ce lien tout à fait particulier que nos écoles entretiennent avec la profession. Donc, parmi nos anciens élèves, nous avons des journalistes. Alors, on présente toujours plutôt les journalistes de l'audiovisuel parce qu'ils sont plus visibles que les autres, mais on a évidemment des journalistes qui font leur carrière dans tous les médias. Ce qu'on veut montrer dans cette diversité ici des profils, c'est que une école de journalisme va mener à des carrières extrêmement variées. Je vais m'attarder sur la deuxième ligne, sur à la fois Cécile Mégy et Dorothée Oliéric, qui sont tout à fait symptomatiques de ce qui peut se trouver dans une école de journalisme. Une école de journalisme, sa vocation, son objectif, son ambition, c'est de former des journalistes professionnels et qui vont pouvoir exercer la carrière qu'ils souhaitent exercer selon ce que sera leur ambition et leur destin personnel. Alors pourquoi Cécile Mégy et Dorothée Oliéric ? Eh bien, Dorothée Oliéric, lorsque elle est sortie il y a
maintenant quelques années de l'Institut. Elle est devenue reporter de guerre. Quelques mois après sa sortie, elle était au Rwanda en train de couvrir ce conflit du Rwanda. Et aujourd'hui encore, elle est ce grand reporter sur le terrain et elle a choisi de faire cette carrière. Elle aurait tout à fait pu évoluer vers des fonctions d'encadrement, de responsabilité de service, mais elle a choisi de rester sur le terrain. À côté d'elle, Cécile Mégy. Eh bien, Cécile, elle, dans un parcours un peu semblable, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'école, elle rentre dans un média. Elle rentre journaliste reporter à Radio France Internationale et elle va faire un autre choix et va progresser aux différents postes de la rédaction. Et aujourd'hui, elle est directrice de Radio France Internationale. Donc voilà, pour vous dire que avec cette formation pluridisciplinaire, on a des évolutions qui sont très variées. Une particularité de notre offre aussi, c'est la possibilité d'une année de césure. On a des années de césure que l'on constitue et qu'on construit sur mesure avec les étudiants qui souhaitent faire une année de césure. Environ 10% de nos étudiants vont faire une année de césure. Cette année de césure, elle est co-construite avec nous selon un dispositif basé sur un projet, sur des rendez-vous d'accompagnement. Et c'est des années de césure qui sont imaginées en fonction du futur projet professionnel de l'étudiant et que l'on intercesse, que l'on place entre la première et la seconde année. Quel type de projet? Eh bien, par exemple, si on souhaite devenir journaliste spécialisé sur des questions environnementales, mais qu'on vient d'une formation initiale antérieure qui porterait sur une toute autre thématique, on va pouvoir demander une année de césure pour se former en un an dans une grande formation dans une université sur cette thématique-là. Parmi les exemples récents qu'on a pu avoir d'années de césure, nous avons par exemple une étudiante qui est partie à l'école normale supérieure rue d'Ulm en analyse filmique et qui est revenue terminer son diplôme en M2 dans une rédaction de presse cinéma, dans la rédaction de Sofilm. On a un étudiant qui souhaitait faire du journalisme financier et qui donc a parti faire un M1 de journalisme financier avant de revenir terminer son cursus pour intégrer une rédaction de finance, etc., etc. On a de nombreux exemples de cette manière-là. Donc c'est vraiment une logique d'utilité pour l'étudiant qui nous permet de mettre en place cette année de césure. Donc, on attache la plus grande importance au respect de la diversité et de toutes les formes de diversité. Et donc, on a ici deux collègues, une qui est en charge d'une mission diversité et égalité des chances, et un autre collègue qui est en charge d'une mission handicap. Et cet processus est certifié par l'AFNOR. Ça veut dire que tous les 4 ans, les certificateurs de l'AFNOR voient sous le pilotage de notre collègue en charge de la mission diversité et égalité des chances, eh bien, certifie cette politique. Une autre spécificité, c'est que nous ne sommes pas rattachés, comme certaines universités, à un laboratoire d'Infocom, c'est-à-dire un laboratoire de recherche sur le journalisme proprement, mais notre laboratoire de recherche travaille sur la sociologie et notamment sur la sociologie du travail. La directrice de notre laboratoire est Dominique Méda, et donc ça aussi c'est vraiment un atout pour nous, que ça soit pour nos étudiants en termes de formation, parce que ça veut dire que les collègues issus de ce laboratoire sur les questions sociales ont un regard tout à fait particulier, mais aussi sur le plan de la recherche, puisque sur l'appui de ce labo, par exemple, nous menons actuellement une recherche sur l'insertion l'accueil de nos apprentis au sein des entreprises. Donc il y a vraiment la dimension d'irrigation de la recherche et de l'enseignement supérieur grâce à notre laboratoire de recherche. Donc, la formation par apprentissage, les éléments essentiels à retenir, c'est l'antériorité de notre formation sur ce sujet depuis effectivement 2004. La spécificité qui fait que il y a plusieurs parcours pour les étudiants
formation à temps plein, mais que les étudiants qui vont suivre le parcours par apprentissage vont suivre la dominante parcours économique et social. Tout ça vous sera détaillé dans la conférence, la visioconférence consacrée à la formation par apprentissage, et puis des dispositifs d'alternance, une grande diversité de rédactions, des rédactions qui sont partenaires depuis le départ. Hein. Il se trouve que le fait que nous ayons été les fondateurs de la formation par apprentissage en 2004 fait que nous avions initié ce dispositif à l'époque avec trois grands partenaires qui étaient l'Agence France Presse, Radio France et France Télévisions, et que ça nous a permis de bâtir des relations de long terme avec ces médias, mais bien sûr avec d'autres qui ne figurent pas ici. On n'en a mis qu'un extrait, mais bien sûr aussi des rédactions de quotidiens régionaux, comme par exemple le quotidien Ouest France. Et grosso modo, on va avoir au total à peu près, un peu plus maintenant, mais un tiers de nos étudiants qui vont effectuer leur cursus par apprentissage et les 2 tiers en temps plein. Je dis un peu plus maintenant parce qu'avec les évolutions de la réglementation, on voit se développer s'étendre plus exactement une nouvelle forme d'apprentissage en 1 an, c'est-à-dire des étudiants qui vont faire leur cursus de M1 en temps plein et le cursus de M2 en apprentissage. Tout ça, comme je vous l'ai déjà dit, sera détaillé dans une des conférences suivantes. Comme le concours sera détaillé, mais au gré de cette première conférence, je vais quand même vous présenter les grands éléments concernant le concours. Et dans la conférence de cet après-midi qui sera consacrée au concours, on rentrera dans le détail des épreuves. Mais ici, à savoir que le concours d'accès IPJ Dauphine Université PSL est sur la plateforme concoursjournalisme.fr. Nous recrutons chaque année 48 places en M1. Alors pourquoi ce numerus clausus et cette capacité d'accueil de 48 places? Eh bien parce que tous nos dispositifs pédagogiques, tous nos investissements matériels sont calculés sur la base de ces 48 étudiants. 48 est un nombre qu'on peut diviser par... on peut créer des groupes de taille vraiment extrêmement différentes. On peut diviser par 2, 4, 6, 8, 3. Bon, c'est pas un cours de maths pour journalistes, mais c'est pour vous dire que ce dispositif est vraiment calculé et que c'est une capacité d'accueil qui est immuable, que la formation est obligatoirement en 4 semestres. Ça, c'est une des exigences du référentiel d'avoir une formation en 4 semestres, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'admission parallèle en M2. Une admission parallèle, c'est quoi? C'est un étudiant qui aurait fait un étudiant ou une étudiante qui aurait suivi un autre cursus et qui rentrerait directement en M2, ça n'existe pas, ça n'existe pas chez nous. L'accès se fait par concours. Donc une phase dossier avec des épreuves d'admissibilité, 3 groupes d'épreuves d'admissibilité. Cette année, cette phase des épreuves en ligne se clôturera le 28 mars 2023 à 11h59. Et ça sera suivi d'épreuves d'admission. L'épreuve d'admission, qu'est-ce que c'est? C'est un oral qui, lui, a lieu fin mai ou début juin. La volumétrie en 2022 était de 868 candidats pour les 48 places qui sont offertes, hein, sachant que évidemment parmi ces 868 candidats, beaucoup sont candidats à plusieurs établissements. Donc dans ce volume de candidats, certains intégreront, s'ils n'intègrent pas l'Institut pratique du journalisme, intégreront un autre établissement. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le cadre du recrutement national en master, la date de publication des écoles de journalisme est fixée au lundi 26 juin 2023 à midi. Donc, les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admissibilité, un dossier, un dossier, présentation du parcours du candidat, 2 vidéos, 3 textes. Ces épreuves d'admissibilité, elles sont anonymes, hein, c'est un point extrêmement important. Hein, toute rupture d'anonymat entraîne la nullité de l'épreuve. Donc les épreuves sont anonymisées et elles sont corrigées par 2 évaluateurs indépendants. Donc ça veut dire que chaque dossier est corrigé par 2 évaluateurs indépendants et l'ensemble est piloté par une directrice du concours qui supervise l'ensemble du processus de ces épreuves de sélection. Puis ensuite,
Une fois les candidats admissibles, pour les candidats admissibles, 180 candidats admissibles, eh bien, il y a à ce moment-là un grand oral. Ce grand oral est piloté par un des collègues du département. 4 des collègues du département se répartissent la charge des 180 candidats. Donc, chacun de ces collègues verra 45 candidats et candidates accompagnés de professionnels des médias qui vont donc eh bien, les assister dans cette épreuve d'oral. Toutes ces épreuves, oraux comme écrits, ont lieu à distance. Maintenir la sélection à distance, c'est une décision de la conférence des écoles de journalisme, notamment dans le cadre de notre politique d'égalité des chances, afin d'éviter des frais aux candidats et aux candidates et à leurs familles, des frais de déplacement pour les différentes phases de sélection ou pour les différentes étapes du concours, notamment les oraux, du fait de la localisation géographique des écoles et des calendriers. Tout ça entraînait par le passé parfois des frais extrêmement importants. Et donc, au regard de la qualité de la sélection de ces 3 dernières années sur ces modalités, les écoles, la conférence des écoles de journalisme ont choisi de poursuivre ce même dispositif de sélection. Donc, en ce qui nous concerne, les droits d'inscription au concours sont dégressifs en fonction d'un certain nombre de critères, dont bien entendu le critère boursier. Les étudiants boursiers du Crous, alors il y a une erreur sur le slide qui n'a pas été mis à jour, mais on parle bien de l'année 2021-2022 pour ou 2022-2023, enfin en tout cas l'année en cours par rapport au Crous, pardon pour cette erreur sur le slide, enfin en tout cas les boursiers du Crous avec leur justificatif, et notamment pour les gestions 5, 6 et 7, ces boursiers 5, 6 et 7 vont être exonérés de droits d'inscription au concours, tout ça est spécifié sur la plateforme. Ici, les dates sont donc les dates du concours. Alors, la date limite d'inscription 28 mars 2023, limite pour compléter les épreuves 30 mars 2023. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, enfin, les épreuves sont aujourd'hui toutes disponibles sur la plateforme. Un candidat qui s'inscrirait le 28 mars disposerait de un peu plus de 24 heures pour compléter ses épreuves. Celui qui s'est déjà inscrit depuis janvier, eh bien, a déjà complété ses épreuves, ou en tout cas aura jusqu'au 30 mars pour compléter ses épreuves. Le candidat qui s'inscrit ce week-end disposera de 15 jours pour compléter ses épreuves. Donc ça, c'est important. Nous recommandons de ne pas attendre la date limite pour compléter ces épreuves, parce que le 30 mars à 11h59, le 30 mars à midi, la plateforme ne sera plus accessible. Donc voilà, si certains ont tendance à un peu procrastiner, ce n'est pas recommandé pour notre concours, c'est d'ailleurs recommandé pour aucun concours, ce n'est d'ailleurs pas recommandé. Donc, les résultats d'admissibilité parviendront en mai, et puis les épreuves orales entre le 22 mai et le 2 juin, et le choix final d'admission aura lieu, comme je vous l'ai déjà dit, le 26 juin à midi, avec inscription pédagogique et administrative dans la foulée. Donc voilà pour cette présentation. Je vais passer assez rapidement sur quelques chiffres sur la profession pour laisser un moment d'échange sur les questions-réponses. Mais voilà, tout ça pour vous dire, et vous retrouverez ces éléments sur notre site. Tout ça pour vous dire que la profession de journaliste est une profession où il y a environ 35 000 journalistes en France, avec une féminisation de la profession ces dernières années. On est aujourd'hui, sur les nouveaux entrants et nouvelles entrantes, on est à la parité, et on est bientôt à la parité sur l'ensemble, comme vous le voyez, du corps des journalistes. Ici, des chiffres sur les premières demandes. Les chiffres que je vous présente ici sont extraits du site de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, la ccijp.net, qui vous envoie notamment vers l'Observatoire des métiers. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les données concernant la profession, je vous incite à aller consulter ce site, notamment ccijp.net, le site de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels,
parce que nous avons une profession qui, sur le plan de son suivi, est aussi très bien encadrée. Ça veut dire qu'on a des données très précises. La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a des données très précises quant à la constitution de la profession, son évolution, des données concernant les revenus des journalistes et les évolutions, par exemple, des premières demandes. Ici, un tableau. Qu'est-ce que sont que les premières demandes? Eh bien, ce sont les journalistes qui demandent pour la première fois leur carte de presse. Donc, parmi ces premières demandes, on trouve les diplômés de l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine, mais de manière plus large, les diplômés des 14 grandes écoles de journalisme. Donc le périmètre, vous le voyez ici, il est d'environ, enfin cette année, en 2022, c'est presque 2000 nouvelles cartes de presse. On est sur un étiage qui est entre 1500 et 2000 cartes de presse par an. Donc ça, c'est le périmètre de la profession. Hein. C'est une profession certes pas très étendue, mais où il y a quand même, bien sûr, presque l'année dernière, 2000 nouveaux emplois ou des emplois par remplacement et départ à la retraite. Donc voilà, ça c'est le marché que l'on vise et que visent nos jeunes diplômés en termes d'emploi. Donc, les droits de scolarité, ça, vous le retrouvez aussi sur notre site internet. Donc, selon le revenu brut global, bien sûr, ici, on délivre un diplôme national on développe un grade de master. Donc, les boursiers sont totalement exonérés de droits de droits de scolarité. Et ensuite, les droits sont calculés en fonction du revenu brut global de la famille, avec un certain nombre de dispositifs d'abattement. Je vous laisserai retrouver tout ça sur notre site internet. Et le diplôme qui est délivré est bien un diplôme de l'université PSL, diplôme grade de master. Donc voilà le diplôme qu'obtiennent nos diplômés, hein, sur lequel figure diplôme grade de master journalisme, et puis leur parcours. Ici, en l'espèce, un diplôme d'un étudiant ou d'une étudiante ayant suivi un cursus en parcours journalisme politique et ayant obtenu la mention bien sur ce point-là. Et donc, nous sommes maintenant dans les dernières années, pour pas dire les derniers mois de notre présence sur ce site historique de la rue Saint-Georges, puisque nous allons nous installer Porte Dauphine avec les autres formations de l'université. Un grand chantier de rénovation de notre université a démarré. Et donc, alors ça ne sera pas tout le bâtiment de l'école de journalisme que je vous présente, hein, malgré la grande ambition que je porte avec mes collègues. Ça serait beaucoup quand même pour 48 étudiants, mais c'est le premier étage de ce bâtiment dans l'aile A de l'université Paris-Dauphine. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont toutes nos nouvelles installations de studios radio et studios télé, qui pour le coup sont quasiment achevés. Le 21 mars, nous allons choisir les sols qui vont être posés sur les locaux techniques. Donc on est là en très bonne avancée et avec des installations tout à fait adaptées à l'exercice de ce métier de journaliste. Voilà. J'ai pris 2 minutes de retard sur mon timing, ce qui est encore raisonnable. On va pouvoir ouvrir un moment pour les questions-réponses sur cette jolie photo de la remise des diplômes qui, chaque année, au mois de novembre, nous permet de retrouver nos jeunes diplômés qui sont à ce moment-là devenus des jeunes salariés. Donc voilà, je regarde si je vois des questions dans le flux qui apparaît, mais je n'en vois pas pour le moment. Donc, je peux tout à fait continuer ma présentation. Ce moment du mois de novembre concernant ce moment du mois de novembre, donc effectivement, c'est le moment de retrouver nos jeunes diplômés. On fait ça dans cette grande salle de l'Université Paris-Dauphine, la salle Raymond Aron, et que c'est l'occasion d'une belle cérémonie en présence du président de notre université, l'économiste Moub El Moub. Alors, soit il n'y a aucune question, soit il y a un problème technique sur le fil des questions, mais en tout cas, moi, rien n'apparaît sur mon écran concernant
concernant les questions, et je n'en vois pas apparaître, donc je ne sais pas si c'est normal, mais voilà, je m'entraîne à cet exercice. Alors, merci pour les premières questions qui apparaissent. Donc, j'ai vu passer une question qui portait sur la présence de questions en anglais. Non, nous avons abandonné à l'oral les épreuves de langue il y a maintenant des années. L'ensemble des entretiens ont lieu en français. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas favoriser une langue en particulier. Bien sûr, la maîtrise d'une langue étrangère est très importante pour l'exercice du métier de journaliste, mais mais pas spécifiquement l'anglais, hein, bien entendu. Au contraire, enfin, je dirais des langues plus rares sont évidemment plus recherchées par par les médias. Bien sûr que la question des vidéos, très bonne question. J'ai une question. Bonjour, merci pour la présentation. Les vidéos des épreuves doivent également être anonymisées. Oui, effectivement. Il faut absolument anonymiser vos vidéos. Enfin, donc on commence pas sa vidéo en disant bonjour, je m'appelle, parce que si vous donnez votre nom, et bien vous obtenez immédiatement le résultat que d'avoir la note 0 sur votre vidéo. Donc les vidéos, elles sont en plan fixe face caméra, hein, comme je suis là aujourd'hui, en plan fixe face caméra, pas de montage. Vous n'êtes pas à l'extérieur, vous êtes comme je suis là, enfin en plan fixe face caméra. Le barème des épreuves, j'ai une question sur le barème des épreuves. Bon, ça, on reviendra dessus, mais c'est 20% pour c'est 30, 20, 50, mais on reviendra dessus au moment de la conférence sur les épreuves du concours. Alors, la date du déménagement Porte Dauphine, merci Lisa pour cette question. L'emménagement est prévu pour l'année 2025. Donc, au plus tard en septembre 2025, selon l'avancée des travaux, ça peut être un peu anticipé. Donc, a priori, la promo qu'on recrute là sera encore pour ces 2 années sur la rue Saint-Georges, mais possiblement l'épreuve pourrait avoir lieu dans le déménagement pourrait avoir lieu où une partie des enseignements, on pense par exemple que nos installations techniques, vidéo et radio vont être terminées peut-être plus tôt que le reste de nos salles de cours. Donc c'est une possibilité que toutes ces choses-là soient un peu anticipées. Bon, bien que des travaux qui terminent plus tôt que prévu, c'est un peu improbable. Alors, qu'est-ce qu'on recherche sur un candidat? Bah ça, on en parlera évidemment lors du séminaire, lors de la visioconférence consacrée au concours. Nous, ce qu'on recherche, on constitue une promotion, c'est-à-dire qu'on constitue 48 personnes qui, pendant 2 ans, vont travailler, vont penser, vont se confronter ensemble à leur volonté de devenir journaliste. Donc, ce que l'on cherche, et on se paye pas de mots là-dessus, on cherche de la diversité et on cherche des gens qui vont réussir à nous convaincre que qu'elles ont vraiment effectivement l'envie de faire ce métier de journaliste et que nous, on pourra leur apporter bien ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent devenir journalistes à l'issue de ces 2 années de formation. Donc, ce qu'on recherche, c'est de l'authenticité dans justement le partage autour de ce métier et de cette formation. Mais il n'y aurait pas une sorte de grille de réponse type. Et en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir évaluer le candidat à la fois au premier tour sur son parcours, sur les quelques épreuves qui sont données, et sur le second tour de ce grand oral qui est organisé toujours avec l'un d'entre nous, mais aussi sur avec des professionnels qui sont des vacataires ou des journalistes ou des responsables de recrutement dans les médias qui nous accompagnent dans cet exercice. C'est toujours important d'avoir ce regard complémentaire.
Alors, pour l'année de césure, peut-on faire autre chose qu'un stage, comme par exemple partir à l'étranger, travailler pour apprendre la langue? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le stage est une des modalités qu'on utilise très peu pour l'année de césure. Hein. L'idée de l'année de césure, c'est plutôt de compléter ses compétences par rapport à son futur projet professionnel. C'est vraiment ça. Donc, dans la question de Patty, savoir par exemple partir à l'étranger pour apprendre la langue, eh bien cette question là, une très bonne question parce qu'effectivement chaque année on a voilà, cette année j'accompagne une étudiante qui a un projet de partir en Allemagne pour apprendre l'allemand en vue d'un projet d'insertion professionnelle en agence de presse. Donc ça, bien sûr, c'est tout à fait classique, quoi. La formation est-elle plus axée sur la pratique ou la théorie? Comme je vous le disais, nous, on est une école de journalisme qui s'adresse à des étudiants qui n'ont pas fait de journalisme dans le cadre du premier cycle. Donc, on est sur un équilibrage qui correspond d'ailleurs à toutes les recommandations internationales, qui est de l'ordre de 1/3, 2/3 ou 3/4, 1/4, c'est-à-dire 1/3 d'enseignements fondamentaux et 2/3 d'enseignements pratiques, ou 1/4 d'enseignements fondamentaux et 3/4 d'enseignements pratiques. Ça, c'est vraiment effectivement le modèle sur lequel on se trouve ici, hein. Et raison pour laquelle, bien entendu, hein, toute cette culture générale, même si elle va se développer à l'école de journalisme, elle doit avoir été acquise lors du premier cycle, lors du cycle de la licence ou de la classe prépa et de la licence qui va suivre, hein. Donc, le site on me demande donc de redonner le site des candidatures. Donc, le site des candidatures, c'est le concoursjournalisme.fr et le site de l'Institut, c'est ipj.eu. Donc, sur ces deux sites, vous trouverez les différents éléments. Alors, Patty Delaspre pose une très bonne question. Un projet de photojournalisme a sa place dans l'école? Alors, bien entendu, un projet de photojournalisme a totalement sa place dans l'école. Et je crois même que c'est très important pour quelqu'un qui veut se destiner au photojournalisme de suivre un parcours d'une école de journalisme. Pourquoi? Parce que l'évolution du métier de photojournaliste, malheureusement, contrairement à l'évolution du métier de journaliste, fait qu'il y a tout un tas de nouvelles concurrences qui font que vivre uniquement du photojournalisme est devenu quelque chose de très difficile. En revanche, pour un photojournaliste en capacité de développer toutes les compétences journalistiques, et bien sûr, un photojournaliste est un journaliste à la base, mais en plus d'ajouter à ses compétences toutes les compétences classiques d'un journaliste, c'est vraiment un atout. Donc, oui, ça a sa place dans l'école de journalisme et ça a sa place particulièrement pour des candidates, je pense, parce que c'est aussi un métier qui s'ouvre de plus en plus à une pratique plus équilibrée entre photojournalistes hommes et photojournalistes femmes. Et donc, dans ce contexte-là, alors, un parcours journalisme en L3 d'Infocom est-il considéré comme des études de journalisme empêchant le recrutement? Non, je ne dis pas ça, parce que vous aurez un parcours en Infocom et vous aurez fait une spécialisation en journalisme. Ce que je veux dire, c'est qu'un candidat qui viendrait avec, je ne sais pas, qui aurait suivi un parcours de journalisme dans un établissement et qui aurait il n'existe pas de licence de journalisme en France, hein, enfin pas de licence au sens national, hein. Il existe des formations au journalisme en 3 ans. Ça, évidemment, c'est pas un cursus. Enfin, ça n'a pas de sens d'aller dans une école de journalisme si on a un cursus comme ça. Mais si vous êtes dans une licence nationale d'Infocom, bien sûr, avec une spécialisation journalisme, c'est tout à fait autre chose, quoi. Donc là, une nouvelle question d'Angela: est-il possible d'effectuer une année de césure si on fait une alternance? Non, ça c'est pas possible, parce que un alternant, enfin, je vais modérer ma réponse. Un alternant, il passe 2 ans, s'il est en alternance en M1, il signe un contrat de 2 ans avec son entreprise, donc il n'y a pas d'année de césure. Mais un étudiant, en revanche, qui ferait son première année en temps plein, qui partira en année de césure, peut tout à fait faire sa deuxième année en apprentissage, et c'est d'ailleurs très souvent ce qui se passe, puisque c'est la raison un peu pour laquelle l'étudiant est parti avec déjà un projet et parfois même un contact dans une entreprise. Donc ça, c'est tout à fait possible également.
Alors, pour candidater, un projet spécifique est-il important? Ce que je veux dire, ça, c'est que certains d'entre nous se cherchent encore avant d'entrer en master et veulent trouver leur voie en quelque sorte. Enfin, un projet spécifique, le projet spécifique qu'on attend, c'est d'être convaincu que vous ne faites pas une erreur de métier. C'est ça qu'on recherche. Mais on n'est pas en train d'avoir quelqu'un qui va nous dire forcément, moi, mon objectif, c'est à la sortie de l'école d'être correspondant à tel endroit, etc. Bien sûr que le candidat peut nous dire ça, mais le parcours à l'école, il est là pour justement vous permettre de devenir journaliste. Donc là, on est vraiment sur ce point-là. Alors, on arrive à 11h29. On va clore cette conférence dans maintenant 1 minute. J'ai une dernière question. Alors, y a-t-il des associations d'étudiants au sein de notre université? Alors, il y a plein d'associations d'étudiants à Paris-Dauphine, c'est évidemment une des caractéristiques. Nous, comme on est encore sur ce campus un peu isolé, c'est surtout notre association, l'association Médias et Journalisme, qui organise des activités. Alors, à la fois des activités festives, bien sûr, mais aussi des activités culturelles, faire venir des invités à l'école, acquérir des livres rédigés par des journalistes pour les mettre à disposition des autres étudiants. Donc voilà, il y a plein d'activités de cette nature-là. Après, il y a des activités liées au journalisme dans d'autres associations à Paris-Dauphine, comme l'association Dauphine Discussion Débat qui invite des personnalités politiques dans le grand amphi de l'université, ou le club photo de Dauphine qui organise un concours chaque année. Mais il est vrai que nous étions situés sur un campus, même si on n'est qu'à 25 minutes de l'université en métro, c'est plutôt l'association Médias et Journalisme qui régit l'ensemble des activités. Donc, écoutez, on a terminé cette première conférence. Donc, merci beaucoup pour votre participation à distance. Et l'Institut est ouvert toute cette journée, samedi 11 mars. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à passer pour nous voir. Et nous serons ravis de vous accueillir avec nos étudiants et nos étudiantes. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Ouais, c'est le fameux mot pour PSL. Ce qui me permettrait de raconter de PSL, c'est pas un seul mot, mais plein de mots. C'est plein d'écoles, donc plein de monde. Ambiance. La bienvenue, oui, bien sûr. Campus. Diversité. Décryptage. Disque soupe. Débat. Diplomatie. Émotion. Échange. Étudiant. Engagement. Équipe. Excitant. Futur. Humanitaire. International. Innovation. Lettres. Mixité. Je dirais malin. Orchestre. Ouverture. Paris. Paris. PSL. PSL. Paris Sciences et Lettres. PSL. Plus que jamais. Recherche. Sport. Solidarité. Start-up. Sacre. Thèse. Transdisciplinaire. Université. Vie étudiante. Voyage. Ça vous le dites bien. Ça donne l'image d'une université qui rassemble toutes les écoles. Ça, c'est PSL. Quand on en parle, c'est vraiment pour nous une communauté.